Avez-vous déjà ressenti que votre profondeur repoussait au lieu d'attirer? Êtes-vous fatigué des conseils qui vous suggèrent de devenir plus simple, plus petite, plus commode? Vous regardez les femmes qui ne jouent pas selon les règles, mais le monde semble s'incliner devant elles. Quel est leur secret? Le secret de ces femmes ne réside pas dans des techniques interdites ou des astuces bon marché. C'est un état d'être, une alchimie profonde de l'âme. Et pour la comprendre, nous devons laisser de côté les magazines modernes et nous plonger dans les plans authentiques de la psyché humaine que nous a laissé Carl Jung. Il n'était pas un coach en séduction. Il était le cartographe de l'âme, étudiant les archétypes, les forces éternelles qui façonnent notre réalité. Durant la prochaine heure, nous n'allons pas simplement énumérer 7 secrets. Nous allons accomplir quelque chose de plus grand. Premièrement, vous comprendrez pourquoi toutes vos tentatives pour être attirantes ont échoué et pourquoi c'est un bon signe. Deuxièmement, nous décrypterons les 7 piliers de la force intérieure qui transforment une femme d'objet de désir en centre de son propre univers. Et troisièmement, vous verrez le chemin pour éveiller cette force en vous, sans trahir votre nature véritable. Si vous êtes prête à cesser de chercher l'approbation dans le regard des autres et à commencer à rayonner votre propre présence profonde, alors notre immersion commence. Tout de suite, ralentissons un instant. Je veux parler d'un sentiment subtil mais constant. Le sentiment de l'exil intérieur. C'est cette sensation d'être un océan avec ses courants, ses profondeurs et ses mystères, dans un monde qui ne valorise que les étangs tranquilles et prévisibles. Vos vagues effraient ceux qui sont habitués à l'eau stagnante. Votre profondeur leur semble dangereuse et non séduisante. Vous portez en vous une bibliothèque entière, des volumes reliés d'expériences, d'intuition et de pensées complexes. Mais on vous demande seulement de lire le titre accrocheur. Et lorsque vous essayez de partager le contenu, on vous regarde avec perplexité, comme si vous parliez une langue oubliée. Vous êtes un instrument de musique finement réglé, capable d'extraire des mélodies qui arrêtent l'âme. Mais on vous prend dans des mains brutes et on essaie de jouer de vous comme d'un tambour. Fort, simple, sans nuance. Rappelez-vous ce silence gênant lors d'un rendez-vous. Ce moment où vous voulez parler de sens, de ce qui meut vraiment une personne, et où votre interlocuteur vous raconte avec enthousiasme l'intrigue d'une série télévisée. Vous hochez poliment la tête, mais à l'intérieur, le silence hurle. Un sentiment de décalage total. C'est là que réside la racine de la douleur. Votre complexité, votre intuition, votre multidimensionnalité sont perçus comme des problèmes. On vous convainc qu'il faut être plus simple, et vous commencez à croire que quelque chose ne va pas chez vous, que vous êtes un problème que personne ne veut résoudre. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important, et je vous demande de l'entendre non pas avec votre esprit, mais avec tout votre être. Ce sentiment d'aliénation, cette douleur de l'inadéquation, ce n'est pas un signe de votre infériorité. Au contraire, c'est le symptôme d'une âme qui s'éveille et qui ne peut plus se nourrir de substituts. Substituts de la communication superficielle, des compliments vides et des attentes des autres. Votre âme est affamée d'authenticité. Votre soif de profondeur n'est ni un caprice ni un défaut. C'est l'appel de votre vrai moi, de votre soi, qui exige une véritable nourriture pour sa croissance. Ce n'est pas votre âme qui est malade. C'est l'âme qui se guérit d'un monde qui a essayé de la rendre petite, simple et commode. Chaque accès de cette douleur n'est pas une agonie, mais une contraction annonciatrice de la naissance d'une version de vous plus entière. Le monde ne vous a pas brisé. Il est simplement devenu trop étroit pour vous. Souvenez-vous vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de dépasser votre ancienne enveloppe. Et ce processus est sacré. Maintenant que nous avons créé cet espace sécurisé, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Et si je vous disais que toute votre quête d'attractivité est le moyen le plus sûr de la perdre? Que tant que vous regardez à l'extérieur, cherchant l'approbation dans le regard des autres, vous êtes dans un état de demandeur? Votre énergie s'échappe vers l'objet dont vous attendez une évaluation, vous laissant vider. Et si la véritable, la quasi-hypnotique attirance naît au moment précis où une femme renonce complètement à l'idée d'être attirante pour quelqu'un et décide de devenir absolument irrésistible pour elle-même? À cet instant, un changement tectonique se produit dans la psychologie de votre être. Ce n'est pas un jeu de mots ni un bel aphorisme. C'est une loi fondamentale de la psychologie de l'âme.
L'énergie cesse de s'échapper vers l'extérieur et commence à circuler à l'intérieur, créant un puissant champ gravitationnel. Vous cessez d'être le reflet de la lumière d'autrui et vous en devenez la source. Et c'est vers cette lumière intérieure, vers cette intégrité, que les autres affluent. Non pas parce que vous les appelez, mais parce qu'ils ne peuvent faire autrement. Et pour comprendre ce grand paradoxe, nous devons d'abord, comme des archéologues patients, dégager les ruines. Les ruines des fausses croyances qui ont enseveli notre vraie force. Nous devons méthodiquement, pierre par pierre, démonter ces trucs et techniques que la culture populaire nous vend sous le nom de force féminine, mais qui sont en réalité les chaînes les plus sophistiquées. Elles rivetent notre attention sur l'extérieur, nous faisant oublier l'intérieur. Elles promettent le contrôle sur les autres, mais n'apportent que l'anxiété en nous-mêmes. Elles nous apprennent à être quelqu'un au lieu de nous permettre d'être. Avant de construire le temple de votre intégrité, il faut abattre la prison des attentes des autres. Commençons cette déconstruction. Les 3 mythes de l'attractivité. Et la première ruine que nous devons dégager, ce sont les 3 grands mythes de l'attractivité sur lesquels est bâti tant d'anxiété féminine. Mythe 1. L'inaccessibilité. On nous dit « sois froide, ne réponds pas tout de suite, fais-toi désirer ». Et cela semble logique, car cela crée l'illusion de la valeur par la rareté. Mais la vérité est que cette stratégie est un piège. Elle n'attire pas un partenaire mûr en quête d'égalité, mais un chasseur immature pour qui vous n'êtes qu'un trophée de plus qui prendra la poussière sur le mur de son ego dès que la chasse sera terminée. L'intérêt construit sur la poursuite meurt à la ligne d'arrivée. Vous n'obtenez pas l'amour, mais seulement une validation temporaire de votre prix aux yeux du conquérant. Mythe 2. La positivité éternelle. On nous murmure « sois toujours légère, souris, ne le plombe pas avec tes problèmes ». La logique est simple. Personne n'aime la négativité. Tout le monde est attiré par la lumière. Mais la vérité est qu'en vous interdisant les émotions négatives, la colère, la tristesse, le doute, vous commettez un acte d'auto-trahison. Vous coupez la moitié de votre âme pour devenir commode. Vous vous transformez d'une femme vivante, respirante et multidimensionnelle en une silhouette en carton avec un sourire dessiné. Et il est impossible de construire une relation profonde avec une silhouette en carton. On peut la posséder, mais on ne peut pas la connaître. Mythe 3. Le caméléon, le plus insidieux. Le conseil est « deviens son idéal. Adapte-toi à ses centres d'intérêt. » Il aime le football? Maintenant, vous aussi vous l'aimez. Il écoute du rock? Voici votre nouvelle playlist. Cela semble créer de l'intimité et de la communauté. Mais en réalité, cela vous efface. En essayant de devenir son miroir, vous perdez votre propre visage. L'homme, à un niveau profond, ne cherche pas son reflet. Il cherche l'iconas. Autre, un univers séparé qu'il peut explorer. Lorsqu'il ne voit en vous qu'un écho de ses intérêts, il perd rapidement sa curiosité. Parce qu'il est impossible de tomber amoureux d'un écho. Toutes ces illusions ont une erreur commune, fatale. Elles tentent de soigner une blessure profonde avec un pansement. Elles travaillent sur le symptôme, ignorant complètement la cause. Elles essaient de décorer la façade d'un bâtiment dont les fondations sont fissurées. La métaphore de la fondation. Permettez-moi d'expliquer cette métaphore cruciale. Imaginez votre personnalité comme un édifice majestueux. En surface, votre façade, c'est votre persona selon Jung. Votre apparence, vos vêtements, vos manières, votre page sur les réseaux sociaux, les histoires apprises que vous racontez sur vous-même. C'est la partie de vous que vous montrez au monde. Plus profondément, les murs porteurs. Ce sont vos valeurs, vos principes, vos limites. Ce sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience, votre résilience. C'est ce qui vous tient lorsque les vents de la vie soufflent. Et à la base même, cachée des yeux, se trouve la fondation. C'est votre vrai moi, votre soi. C'est votre lien profond et inébranlable avec vous-même, avec votre âme. C'est ce que vous êtes lorsque personne ne regarde. C'est la source de votre force intérieure et de votre authenticité. Or, tous ces mythes, soit inaccessibles, soit positives, soit caméléons, sont des tentatives désespérées de rénovation cosmétique sans fin de la façade. C'est essayer de repeindre la peinture écaillée, d'accrocher une belle guirlande à la fenêtre, de changer la couleur des volets.
La culture moderne est obsédée par l'art de la décoration des façades, mais elle tait criminellement l'art de la pose des fondations. Mais voici la vérité implacable de l'architecture de l'âme. Si la fondation est fissurée, si vous avez perdu le contact avec vous-même, aucune décoration, même la plus artistique, ne sauvera l'édifice de la destruction. Les fissures perceront à travers la peinture fraîche, et surtout, l'édifice se sentira dangereux. Et la personne mûre, psychologiquement stable, le sent intuitivement. Son subconscient, tel un sismographe sensible, lit non pas l'éclat de la peinture sur la façade, mais la solidité monolithique de la fondation. Elle n'est pas attirée par la décoration. Elle est attirée par la sensation de chez soi, par un lieu où l'on est en sécurité, par l'intégrité. Le diagnostic. Cette métaphore du bâtiment n'est pas juste une belle théorie. C'est un outil de diagnostic. Un miroir que je vous tends maintenant pour que vous puissiez voir non seulement le reflet, mais aussi la structure interne. Et je vous demande de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui exige du silence et une honnêteté absolue envers soi-même. Posez-vous une question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je dépense le plus d'énergie sur la façade, ignorant désespérément la fondation? Peut-être est-ce votre carrière où vous créez l'image impeccable d'un professionnel infatigable, alors qu'à l'intérieur, vous vous épuisez et que les murs porteurs de vos valeurs craquent sous la pression? Ou est-ce l'amitié où vous jouez le rôle de la copine joyeuse et facile, toujours prête à écouter, mais ne risquant jamais de montrer votre propre douleur et vulnérabilité, comme si c'était une fissure qui ferait s'effondrer tout le bâtiment? Ou peut-être sont-ce les relations amoureuses où vous craignez tellement d'être rejeté que vous devenez le reflet idéal mais sans vie de votre partenaire, masquant soigneusement chaque trait incommode de votre personnalité? Pensez-y. Où craignez-vous le plus de montrer vos fissures, vos imperfections, vos doutes, votre fatigue? Où les cachez-vous avec le plus d'acharnement, sentant intuitivement que c'est précisément dans ces vulnérabilités que se cache votre force authentique et inébranlable? Et maintenant, je vous demande de faire ce que peu de gens font dans ce monde rapide. Mettez cette vidéo en pause. Pour 1 minute, pour 5 minutes, le temps qu'il faudra. Ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas la réponse correcte. Laissez-la simplement venir, parce que la réponse à cette question n'est pas juste une information. Ce n'est pas un motif d'autoflagellation. C'est une clé. C'est la première marque sur la carte de votre monde intérieur, indiquant l'endroit exact où est enterré votre trésor principal. C'est le début de votre chemin de retour à la maison, vers vous-même, vers votre fondation. Si vous avez été honnête avec vous-même durant cette minute de silence, vous avez probablement ressenti quelque chose de plus qu'une simple pensée. Vous avez ressenti une légère piqûre d'inconfort, de reconnaissance, ou peut-être même de mélancolie. C'est la voix de votre fondation. C'est l'appel de votre essence authentique, fatiguée d'être ensevelie sous les couches d'attente des autres et de masques sociaux. C'est de ce travail sur la fondation, de ce retour à soi, que parlait toute sa vie le grand architecte de l'âme, Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un psychologue, il était le cartographe du monde intérieur qui est descendu dans les mines les plus profondes de la psyché humaine et en a rapporté les plans de sa structure véritable. Il a appelé ce processus central de la vie les individuations, le grand voyage, parfois difficile, pour devenir celui que vous êtes réellement. Ce n'est pas un processus d'ajout de quelque chose de nouveau, mais un processus courageux de couper tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel. C'est un travail archéologique pour dégager votre vrai moi des décombres des prescriptions parentales, des stéréotypes culturels et de vos propres peurs. C'est le chemin pour cesser d'être une copie et devenir un original. Et la femme qui s'engage sur ce chemin opère le plus grand changement de paradigme. Elle n'a plus besoin d'embellir sa façade, car sa structure intérieure même, son intégrité, devient sa beauté principale et incontestable. Elle n'essaie plus d'être attirante. Elle est simplement, et cet être rayonne une telle force et une telle authenticité qu'il en devient hypnotiquement attirant. Par conséquent, les 7 secrets dont nous parlerons ensuite ne sont pas 7 éléments de décoration pour votre façade, pas 7 ruses pour attirer l'attention. Ce sont les 7 colonnes portantes de son temple intérieur, 7 piliers sur lesquels repose son être souverain, entier et irrésistible. Et nous allons commencer à les ériger tout de suite.
les 7 piliers de l'intégrité. Érigeons donc la première et la plus importante des 7 colonnes de ce temple intérieur. C'est la fondation pour toutes les autres. Colonne numéro 1, la souveraineté. Elle est le centre de sa gravité. Qu'est-ce que cela signifie? La souveraineté, c'est la manifestation pratique vécue au niveau cellulaire de l'individuation. C'est l'état dans lequel une femme cesse d'être une colonie psychologique des opinions, des désirs et des humeurs d'autrui. Elle ne cherche plus à l'extérieur ce qu'elle a appris à se donner à elle-même. L'approbation, le sentiment de sa propre valeur, la direction pour son chemin, même le divertissement. Sa solitude n'est pas un vide qu'il faut combler d'urgence par quelqu'un, mais une solitude fertile, remplie de sa propre riche présence. Elle cesse d'être une demandeuse et devient une source. Métaphoriquement, elle n'est plus une planète cherchant désespérément une étoile autour de laquelle orbiter pour recevoir lumière et chaleur. Elle devient elle-même l'étoile. Elle allume son soleil intérieur et son propre champ gravitationnel ordonne doucement, mais inexorablement, les planètes, les satellites et les mondes entiers autour d'elle. Ils sont attirés non pas parce qu'elle les appelle, mais parce que telle est la loi de sa nature. À quoi cela ressemble dans la vie? C'est une femme qui peut aller au restaurant, au cinéma ou voyager seule, et en tirer un plaisir profond et sincère. Elle n'attend pas que quelqu'un lui offre des expériences. Elle les crée pour elle-même. Son « non » sonne aussi calmement, fermement et sans culpabilité que son « oui ». Parce que ces deux mots proviennent du même lieu, de son centre souverain, et non de la peur de décevoir ou du désir de plaire. Elle est maîtresse sur son territoire. Colonne numéro 2, la danse avec l'ombre. Elle n'a pas peur de ses démons. Mais la seule souveraineté ne suffit pas pour être une étoile. Il faut du carburant. Et ce carburant est caché là où la plupart ont peur de regarder. L'ombre, selon Jung, n'est pas le mal. C'est le réservoir de tout ce qu'on nous a interdit de ressentir et de manifester pour être de bonnes filles. Notre colère, notre saine agressivité, nos ambitions inopportunes, notre sexualité primitive. La femme mûre n'essaie pas de détruire cette partie d'elle-même. Elle comprend que cela signifierait détruire la source de sa vitalité. Au lieu de cela, elle descend dans ses caves, allume la lumière et fait connaissance avec ceux qui y vivent. Elle intègre son ombre. Elle ne détruit pas sa colère, mais la transforme en limites inébranlables. Elle ne réprime pas ses ambitions, mais les dirige vers la création de sa réalité. Elle est semblable à la lune. Elle a un côté visible, lumineux, et un côté invisible, sombre. Et elle sait intuitivement que c'est précisément le côté sombre qui lui donne du volume, de la gravitation et du mystère. Une femme sans ombre n'est pas un ange. C'est une silhouette plate, découpée dans du papier, que le premier coup de vent emportera facilement. À quoi cela ressemble dans la vie? Elle ne cherche pas le conflit, mais elle ne le fuit pas non plus, capable de se tenir fermement sur son propre terrain. Sa colère est un feu pur et contrôlé qui réchauffe ses principes, et non un incendie chaotique qui brûle tout autour d'elle. Sa sexualité n'est pas une tenue criarde, mais un bourdonnement bas et tranquille de force vitale qui se ressent dans sa présence. Elle cesse de s'efforcer d'être gentille, elle s'autorise à être vraie, elle s'est liée d'amitié avec le loup qui vit en elle, et par conséquent, elle n'a pas besoin de porter une peau de mouton pour paraître inoffensive. Colonne numéro 3, la boussole intérieure. Elle est son propre logos. L'ombre intégrée lui donne accès à une force primitive et inébranlable. Mais la force sans direction peut se transformer en chaos. Et pour éviter que cela ne se produise, la troisième colonne portante est érigée dans son temple intérieur. C'est son animus développé, son principe masculin intérieur. Si son essence féminine, son éros, est la capacité de connexion profonde et de ressenti, son animus est le logos, le principe du sens et de la structure. C'est sa capacité de pensée claire, de planification stratégique et, le plus important, d'établissement de limites inébranlables. Elle ne cherche pas un homme pour qu'il soit sa colonne vertébrale, car elle a déjà fait pousser la sienne. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne et construise sa vie, car elle a son propre architecte intérieur qui se réfère à ses propres plans. Imaginez cela ainsi. Son âme n'est pas seulement un océan d'éros tumultueux et vivant, avec toute sa profondeur et son imprévisibilité. Au centre de cet océan, sur un rocher inébranlable, se dresse un phare solide, son logos.
Le phare n'essaie pas d'apaiser l'océan ou de l'assécher. Ce serait une violence contre sa nature. Non, il éclaire simplement. Il donne un point de repère clair à son immense force, l'aide à contourner les récifs et ne permet pas aux vagues de détruire son propre rivage. À quoi cela ressemble dans la vie? Elle gère ses finances avec assurance, car sa sécurité est sa responsabilité. Elle peut calmement, sans drame ni accusation, regarder son partenaire dans les yeux et dire « Ceci est inacceptable pour moi ». Ses décisions ne sont pas seulement basées sur l'intuitif « je sens », mais aussi sur le réfléchi « je pense » et le ferme « je sais ». Et le plus important, elle cesse de chercher un sauveur. Elle cherche un égal. Colonne numéro 4. La profondeur, pas le drame. Elle est l'océan, pas la tempête. Lorsque votre boussole intérieure, Animus, indique le chemin, vous cessez de dévier de votre course à cause de chaque vague aléatoire. Vous acquérez une qualité qui, dans notre monde chaotique et anxieux, agit presque hypnotiquement. C'est l'activation de l'archétype de la vieille femme sage en elle. La capacité de voir l'essence des choses sans s'impliquer dans l'écume superficielle des événements. Le drame est la création constante d'ondulations à la surface pour attirer l'attention sur son agitation. La profondeur est la conscience que la vraie vie se déroule dans les courants sous-marins tranquilles et puissants. Le drame crie « Regarde-moi ». La profondeur murmure « Regarde en toi-même ». La femme immature est une petite flaque d'eau. Toute pierre jetée dedans, un mot d'autrui, un regard de travers, provoque de violents cercles et des éclaboussures. Elle exige que tout le monde remarque son agitation. La femme mûre est un lac de montagne profond. La même pierre jetée dans ses eaux s'enfonce sans bruit, sans perturber la majestueuse tranquillité de la surface. Son silence pèse plus lourd que 1000 cris d'autrui. À quoi cela ressemble dans la vie? Elle ne prend pas la tête pour des broutilles, car son échelle de perception est trop grande pour cela. En conversation, elle écoute plus souvent qu'elle ne parle, créant un espace dans lequel l'autre personne peut s'entendre elle-même. Dans un conflit, elle ne cherche pas le coupable, mais la vérité. Sa présence apaise, au lieu de susciter l'anxiété. Son calme n'est pas de l'indifférence, mais le témoignage qu'elle a vu des tempêtes plus fortes et sait qu'elles passent toutes. Colonne Newasin, le langage du silence. Son monde intérieur est immense. D'où vient cette profondeur? Elle ne sort pas de nulle part. Elle est cultivée dans le silence. Elle est nourrie dans l'espace que le monde moderne craint le plus. C'est son lien profond et intime avec son inconscient. La femme mûre n'a pas peur du silence, car dans le silence, elle n'est pas seule, elle rencontre elle-même. Ses idées, ses images, ses rêves et ses symboles. Son isolement n'est pas un vide qu'il faut combler par la présence d'autrui ou le bruit extérieur. C'est un sol fertile où sa singularité prend racine, où son âme lui parle dans sa langue véritable. Sa personnalité est comme une immense maison avec de nombreuses pièces. Ce qu'elle montre au monde n'est qu'un hall lumineux et accueillant. Mais derrière ces portes, il y a une bibliothèque silencieuse, pleine de sagesse, un atelier créatif où naissent de nouvelles idées et un jardin secret auquel elle seule a accès. Elle ne se précipite pas pour faire visiter à chaque passant, non pas parce qu'elle cache quelque chose, mais parce que ces espaces lui sont sacrés. C'est la conscience que ces pièces invisibles existent qui crée le sentiment hypnotique de mystère et de profondeur insondable. À quoi cela ressemble dans la vie? Elle peut passer toute la soirée avec un livre et considérer que c'était la meilleure soirée de la semaine. Elle n'a pas peur des pauses dans la conversation, car elle sait que le silence en dit souvent plus que les mots. Elle n'a pas besoin d'un flux constant de stimulation externe. Fil d'actualité des réseaux sociaux, série infinie, car sa série intérieure est bien plus intéressante. Elle est attirante non pas parce qu'elle cache quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose à découvrir en elle. Colonne numéro 6. L'honnêteté émotionnelle. Ses sentiments sont une information, pas une arme. Et quand une femme passe beaucoup de temps dans le silence de sa maison intérieure, elle apprend inévitablement à entendre ses vrais habitants, ses sentiments. Ainsi est érigée dans son temple la 6e colonne, vivante et vibrante. C'est sa fonction de sentiment développé. Elle cesse de diviser les émotions en bonnes et mauvaises, correctes et incorrectes. Elle les traite comme des signaux précieux de son âme, comme des données sur son état intérieur. La colère, la tristesse, la joie, la peur,
Tout cela n'est pas pour elle des ennemis, mais des messagers. Elle ne les réprime pas, leur permettant de se transformer en poison d'agressivité passive. Elle ne les déverse pas sur les autres, les utilisant comme une arme dans un drame. Elle fait quelque chose de troisième, le plus difficile et le plus sage. Elle les vit. Ses émotions sont comme la météo dans son monde intérieur. Elle n'essaie pas d'annuler la pluie de la tristesse ou de interdire l'orage de la colère. Elle prend simplement le parapluie de la pleine conscience ou attend que la tempête passe dans sa maison sûre, sachant que tout temps passe et est nécessaire à l'équilibre général de l'écosystème de son âme. Elle est l'observatrice sage de sa météo intérieure et non sa victime impuissante. À quoi cela ressemble dans la vie? Elle peut calmement dire « Ce que tu as fait a provoqué de la colère en moi. Je veux en discuter », au lieu de punir par le silence ou d'exploser en accusation. Elle peut pleurer sans honte, comprenant que les larmes ne sont pas une faiblesse, mais une pluie purificatrice pour l'âme. Sa joie est contagieuse, car elle n'est pas feinte, mais vient de son essence même. Elle n'a pas peur de ses sentiments, et par conséquent, les sentiments des autres ne l'effraient pas non plus. En sa présence, on peut être vrai. Colonne numéro 7, le miroir pour l'âme. Elle lui reflète son propre potentiel. Et voici que, lorsque les 6 colonnes, souveraineté, ombre, boussole, profondeur, silence et honnêteté sont érigées, le temple intérieur est prêt. Il devient quelque chose de plus qu'une simple structure fiable. Il acquiert une propriété presque magique. C'est la 7e, la colonne finale et la plus mystérieuse. Dans la psyché de chaque homme, comme l'enseignait Jung, vit l'anima, son image inconsciente, intérieure de la femme, sa muse, son guide vers le monde de l'âme. Souvent, cette image est oubliée ou inconsciente. Mais lorsqu'un tel homme rencontre une femme dans laquelle les 6 colonnes sont érigées, une réaction alchimique se produit. Il projette inconsciemment sur elle cette image idéale et rayonnante de lui-même. Il tombe amoureux non pas tant d'elle que de sa propre âme qu'il a soudainement vue en elle. Elle devient pour lui un miroir pur et non trouble. Avant de la rencontrer, tous les autres miroirs étaient tordus, troubles, souillés par les attentes des autres. Et voici que, pour la première fois de sa vie, il voit en une femme non pas seulement un objet de désir, mais un reflet clair de sa propre profondeur oubliée. Il perd la tête, non pas à cause d'elle, mais à cause de la rencontre assourdissante avec lui-même, qui est devenue possible grâce à elle. Mais voici sa force suprême. Grâce à son intégrité, elle voit cette projection. Elle ne se dit pas « je suis sa déesse ». C'est un piège pour l'ego. Elle soutient simplement cette adoration. Elle reste elle-même, souveraine, ancrée, et ce faisant, elle tient le miroir droit, lui donnant la précieuse opportunité de faire connaissance avec sa propre âme, sans se briser elle-même ni le briser lui. Histoire de David et Anna. Pour que vous ressentiez vraiment comment cela fonctionne, permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de David et Anna. Le monde de David était un monde de surface brillante. Investisseur prospère, il vivait dans un penthouse avec des fenêtres panoramiques et sa vie était une série de transactions, de victoires et de femmes trophées qui reflétaient son statut. Mais à 40 ans, il ressentait une fatigue profonde. Tous les scénarios étaient appris, tous les jeux joués. À l'intérieur, il y avait le vide. Il a rencontré Anna à l'ouverture d'une galerie. Elle n'était pas la femme la plus brillante ou la plus bruyante de la salle. Elle se tenait simplement devant un tableau, le regardant vraiment. David s'est approché, activant son charme affûté. Il a parlé de ses voyages, de sa récente transaction. Anna écoutait, mais ses yeux étaient calmes et clairs. Elle n'essayait pas de lui plaire. Quand il lui a demandé ce qu'elle pensait du tableau, elle a répondu « Il me fait me sentir très seule et très libre en même temps ». C'était la première fois depuis des années qu'une femme lui répondait non pas ce qu'il s'attendait à entendre, mais ce qu'elle ressentait réellement. Ses techniques d'un standard se brisaient contre sa présence. Lorsqu'il lui a impulsivement proposé de s'envoler pour Paris le week-end, elle a doucement refusé. « Merci, c'est très généreux, mais j'ai un cours de poterie samedi. Je l'attendais toute la semaine. Ce n'était ni un caprice ni un jeu d'inaccessibilité. C'était un fait de sa vie, de son territoire souverain. » Un jour, au dîner, lui, vérifiant par habitude sa solidité, a exprimé une opinion cynique sur la nature humaine.
Elle n'a pas argumenté ni été d'accord. Elle l'a regardé et a demandé doucement. « David, crois-tu vraiment cela? Ou as-tu simplement mal ?» Son monde a vacillé un instant. Personne n'avait jamais regardé derrière sa façade. Assis un soir dans son penthouse impeccable, entouré des symboles de son succès, il a réalisé quelque chose d'étonnant. Il n'était pas simplement attiré par Anna. En sa présence, le silence assourdissant de son âme était remplacé par une mélodie tranquille. Ce n'était pas le désir de posséder. C'était un sentiment de reconnaissance. Comme si lui, l'éternel vagabond, était enfin rentré chez lui. Il a compris que toutes ses réalisations étaient une tentative de construire des murs et elle était d'une porte ouverte sur l'espace qu'il cherchait depuis si longtemps, en lui-même. Lors de leur prochaine rencontre, submergé par ses sentiments, il a dit « Je ne sais pas ce que tu me fais. Près de toi, je me souviens de quelque chose d'important. » Anna n'a pas tressailli sous le poids de son adoration. Elle n'a pas mis la couronne de déesse qu'il tentait de lui imposer. Elle a simplement souri, a touché sa main et a dit « Peut-être que tu te souviens simplement de toi-même, David. » Elle est restée le miroir, et lui, venu pour conquérir, a commencé à se trouver lui-même pour la première fois depuis des années. L'histoire d'Anna et David se termine ici. Mais votre histoire, votre vraie histoire, ne fait que commencer. Et ce récit n'est pas juste une illustration, c'est une clé. Comprenez, cette histoire ne parle pas des David et Anna fictifs. Anna, c'est cet immense potentiel rayonnant qui vit en vous. C'est cette version de vous qui a cessé de s'excuser pour sa profondeur et a commencé à vivre avec. Et David n'est pas seulement un homme, c'est le reflet symbolique du monde. Un monde désespérément affamé d'authenticité. Un monde fatigué des façades impeccables et intuitivement attiré par des fondations solides. Votre profondeur qui, vous semblait-il, repoussée, est en réalité la source d'eau vive dont ce monde asséché a soif. Elle attend simplement que vous construisiez pour elle un lit digne. Et ces 7 colonnes que nous avons discutées ne sont pas juste une théorie. C'est votre plan architectural personnel. Ce sont 7 domaines pour votre croissance, 7 directions pour votre travail intérieur. En les regardant honnêtement, vous pouvez déterminer exactement où votre bâtiment intérieur est le plus vulnérable et où une puissance inébranlable est déjà posée. Trouvez votre plomb, c'est pourquoi maintenant, je veux vous poser la deuxième question, et peut-être la plus importante de cette heure. Je vous demande de regarder à nouveau à l'intérieur, dans le silence de votre être. Laquelle de ces 7 colonnes dans votre temple intérieur a besoin du plus d'attention en ce moment? Laquelle semble la plus fragile, la plus négligée, ou exige une restauration immédiate et aimante? Rappelons-les. 1. Souveraineté, votre appartenance à vous-même. 2. Danse avec l'ombre, votre amitié avec votre force et vos côtés, sombres. 3. Boussole intérieure, votre structure interne et vos limites. 4. Profondeur, pas le drame, votre sagesse émotionnelle. 5. Langage du silence, votre connexion avec votre riche monde intérieur. 6. Honnêteté émotionnelle, votre capacité à vivre les sentiments sans vous détruire. 7. Miroir pour l'âme, votre capacité à être au lieu de paraître. Et maintenant, je vous demande de faire quelque chose de simple, mais d'incroyablement puissant. Écrivez le numéro ou le nom de cette colonne dans les commentaires ci-dessous. Pas pour moi, pas pour les autres, pour vous-même. Ce sera votre premier pas vers son renforcement. Ce sera votre déclaration d'intention à l'univers. Cet acte est plus qu'un simple commentaire. C'est une prise de conscience. C'est une déclaration. C'est le premier coup de marteau dans le travail sacré de restauration de votre temple intérieur. Laissez cet espace numérique devenir le témoin de votre décision analogique, véritable. Et le fait que vous ayez pu identifier votre colonne la plus faible, c'est déjà le début d'une grande transformation. Parce que vous venez de découvrir votre plomb. Laissez-moi vous expliquer. Chaque fois que vous vous êtes senti différente, trop compliquée, incommode, chaque fois que vous avez été confronté à la douleur du rejet ou à la mélancolie de la solitude, pensant que quelque chose n'allait pas chez vous, ce n'était pas une malédiction. C'était votre alchimiste intérieur qui, d'un murmure tranquille mais insistant, vous indiquait votre prima materia, votre plomb. Dans l'ancienne science de l'alchimie, le plomb, ou prima materia,
n'est pas juste un métal. C'est le symbole de l'état initial, chaotique, inconscient. C'est la lourdeur de nos peurs, la grisaille de notre incertitude, le froid de nos vieilles blessures. C'est la partie de nous que nous considérons comme laide, inutile, et dont nous voulons nous débarrasser. Et le or, c'est le symbole de l'intégrité, de la conscience, du rayonnement de l'âme éveillée. Et le grand œuvre des alchimistes, leur magnum opus, ne consistait pas à chercher de l'or à l'extérieur, mais à transformer leur plomb intérieur en or. C'est la métaphore la plus exacte du processus d'individuation. Et voici le secret principal. L'âme nous envoie la douleur non pas pour que nous souffrions, mais pour que nous y prêtions enfin attention. Votre sentiment de solitude n'est pas un défaut, c'est une boussole indiquant la nécessité de renforcer la colonne de la souveraineté. Votre fatigue des montagnes russes émotionnelles est un appel à la profondeur, pas au drame. Votre peur de votre propre force est une invitation à la danse avec l'ombre. Votre douleur n'est pas une punition. C'est une boussole sacrée qui indique sans erreur l'endroit de votre âme où est enterré votre trésor principal. Chacun de vos soi-disant défauts, chacun de vos problèmes n'est qu'un maître déguisé qui est venu pour vous ramener à la maison, à votre intégrité. Votre tâche n'est pas de le fuir, mais de vous asseoir et de commencer la leçon. Les bonnes questions. L'alchimiste ne travaille pas sur la place du marché bruyante, mais dans le silence isolé de son laboratoire. De même, le travail de transformation du plomb psychologique en or est un travail profondément intérieur, intime. Par conséquent, le premier et le plus important pas que vous puissiez faire en ce moment est de changer le vecteur de votre attention. Cessez de regarder vers l'extérieur. Regardez vers l'intérieur. Cela signifie cesser de poser les mauvaises questions. Des questions qui mènent à l'impasse de l'anxiété et de la dépendance. Des questions du genre « Que dois-je faire pour plaire ?» Comment l'attirer ? Quel masque dois-je porter aujourd'hui ? Ces questions proviennent du paradigme du manque. Elles sous-entendent que quelque chose ne va déjà pas chez vous et que vous devez ajouter ou changer quelque chose pour mériter l'amour. Commencez à poser les bonnes questions, les questions fertiles. Des questions qui mènent à la force et à l'intégrité. Au lieu de « Comment devenir attirante ?» Demandez « Quelle partie de moi ai-je ignorée si longtemps qu'elle a commencé à faire mal pour que je la remarque ?» Au lieu de « Que veulent les hommes ?» Demandez « Quelle voix en moi-même est ce que je refuse d'entendre ?» Demandez-vous « De quoi mon ombre a-t-elle vraiment peur ?» De quoi ma vieille femme sage intérieure se tait-elle ? Où se trouvent les vraies limites de mon état souverain ? De quoi rêve mon roi intérieur, mon animus ? C'est cela le vrai travail. Il ne se passe pas sur les sites de rencontres, ni dans les réceptions mondaines. Il se passe dans le silence, seul avec vous-même, avec votre journal, avec vos rêves. Il n'exige pas une nouvelle robe, il exige un nouveau niveau d'honnêteté. Il n'exige pas l'art de flirter, il exige le courage de faire face à vos peurs et à vos trésors. Ce n'est pas un chemin facile. Il est beaucoup plus simple de continuer à peindre la façade. Mais c'est le seul chemin qui mène à la création de quelque chose d'authentique et d'inébranlable. Cessez d'essayer de gagner à un jeu extérieur dont vous n'avez pas écrit les règles. Commencez à gagner au jeu intérieur, où vous êtes à la fois la joueuse, le terrain de jeu et le prix principal lui-même. Outil pratique, le dialogue avec la partie oubliée. Et pour que ce dialogue avec vous-même ne reste pas juste une belle idée, je veux vous donner un outil pratique. Il est simple, mais sa profondeur pourrait vous surprendre. C'est une technique basée sur l'imagination active jungienne, que nous appellerons le dialogue avec la partie oubliée. Je vous demande de le faire non pas mentalement, mais physiquement. Prenez un stylo et du papier, pas un ordinateur portable, pas un téléphone. Précisément un stylo et du papier, car le mouvement physique de l'écriture ralentit notre esprit rationnel et nous connecte aux couches plus profondes et intuitives de la psyché. Étape 1. Créez un espace de silence pour vous-même, au moins pendant 15 minutes, où personne ne vous dérangera. Étape 2. Rappelez-vous la colonne que vous avez identifiée comme la plus faible, celle que vous avez peut-être écrite dans les commentaires. Danse avec l'ombre, boussole intérieure, souveraineté, c'est votre partenaire de dialogue. Étape 3. Adressez-vous à cette partie de vous-même comme à un être vivant et réel. Écrivez-lui une lettre. Commencez ainsi. Ma chère ombre, ou Caber, ma souveraineté oubliée,
Et puis posez-lui les questions les plus honnêtes qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, pourquoi te caches-tu? Que veux-tu me dire que j'entends obstinément pas? De quoi as-tu peur? Quelle force gardes-tu pour moi? Étape 4, et c'est l'étape la plus importante, presque magique. Une fois votre lettre terminée, changez le stylo dans l'autre main, la non dominante, ou prenez simplement un stylo d'une couleur différente et commencez à écrire la réponse de SA par. Ne pensez pas, n'analysez pas, ne modifiez pas, n'essayez pas de la rendre belle ou correcte. Laissez simplement la main bouger, que la réponse soit maladroite, enfantine, en colère, illogique. Laissez cette partie parler comme elle le souhaite. Que se passe-t-il à ce moment? Vous contournez votre censeur intérieur, votre ego, qui sait toujours comment il faut être. Le mouvement inhabituel avec l'autre main ou la couleur différente brise les chemins neuronaux habituels, donnant une voix à ce qui est habituellement refoulé, votre inconscient. Vous serez étonné de la sagesse, de la douleur et de la force inébranlable qui vivent dans vos parties les plus rejetées et oubliées. Ce n'est pas ma sagesse, c'est la vôtre. Elle attend simplement que vous lui posiez enfin la question et que vous écoutiez la réponse avec respect. L'ombre de la perfection. Cet exercice n'est qu'une porte parmi tant d'autres, menant à votre temple intérieur. Mais le travail le plus important, ce n'est pas la technique. C'est le changement fondamental de votre intention, de votre principale question de vie. Comprenez, votre vraie tâche n'est pas de devenir attirante. Votre tâche est de devenir si entière, si authentiquement et inébranlablement vous-même, que la question même de l'attractivité cessera simplement d'exister. Elle deviendra hors de propos. Elle se dissoudra dans le rayonnement de votre présence, comme la question de savoir si une bougie brûle lorsque vous regardez le soleil. L'attractivité est l'ombre que projette l'intégrité. Vous avez passé des années à essayer de dessiner une belle ombre sur le mur sans avoir l'objet qui la projetterait. Vous couriez après la conséquence, ignorant la cause. Votre travail n'est pas de courir après l'ombre. Votre travail est de devenir cette sculpture monolithique, magnifique dans son authenticité, qui projette cette ombre sans aucun effort, simplement par le fait de son existence. Et alors votre mission change. Elle devient plus grande que le simple bonheur personnel ou les relations réussies. Votre tâche est de devenir une femme en présence de laquelle d'autres personnes, non seulement les hommes, mais aussi les femmes, les amis, les collègues, se souviennent aussi soudainement de leur propre âme oubliée. Votre intégrité devient la permission pour les autres d'être eux-mêmes. Votre calme éteint leur anxiété. Votre profondeur les appelle à leur propre profondeur. Vous devenez non pas un objet de désir, mais un catalyseur de l'éveil. C'est cela votre force véritable et inébranlable. Et la chose la plus importante que vous devez entendre aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas quelque part là-bas, dans le futur, après 10 ans de thérapie ou la lecture de 100 livres. Elle est déjà en vous, tout de suite, entièrement. Elle est dans votre plomb qui attend la transformation. Elle est dans la voix de votre ombre qui a soif d'être entendue. Elle est dans le silence de votre cœur. Elle n'est jamais partie. Elle attend simplement. Elle attend que vous cessiez enfin de chercher l'approbation dans le regard des autres et que vous tourniez votre propre regard, aimant et attentif, vers elle. Conclusion. L'héritage de la transformation. Nous avons parcouru un long chemin pendant cette heure, du miroir de votre douleur aux plans architecturaux de votre temple intérieur. Et si l'on devait réduire tout ce voyage à une seule perle de sagesse, elle brillerait d'une simplicité aveuglante et inébranlable. Ainsi, les 7 secrets de la femme mûre qui attire ne sont pas 7 astuces pour attraper un homme. Ce sont 7 actes de libération de soi de la prison des attentes des autres. Ce ne sont pas 7 clés pour son cœur. Ce sont 7 clés avec lesquelles vous ouvrez les 7 portes de votre propre royaume souverain. C'est le grand chemin qui mène du désir désespéré d'être choisi à la conscience calme et inébranlable que choisir est votre droit inaliénable et sacré. C'est un changement tectonique de l'état d'objet qui est évalué à l'état de centre de l'univers qui donne lui-même la gravitation. Vous cessez d'être une candidate passant un entretien sans fin pour le rôle de femme de quelqu'un. Vous devenez celle qui mène cet entretien et dont la question principale est « Es-tu digne d'entrer dans mon monde ?» Et enfin, l'insight principal que je vous demande d'emporter avec vous.
L'attirance véritable et hypnotique n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas un ensemble de gestes, de mots ou de stratégies apprises. C'est ce que vous devenez lorsque vous cessez complètement d'essayer d'être quelqu'un pour les autres. C'est le rayonnement qui émane de vous lorsque vous n'essayez plus de briller d'une lumière réfléchie, mais que vous allumez votre propre soleil. C'est la musique que le monde commence à entendre lorsque vous cessez de jouer sur les partitions des autres et que vous permettez enfin à votre propre mélodie d'âme, unique et inimitable, de résonner. Et lorsque vous acceptez cette vérité de tout votre cœur, ce n'est pas seulement votre façon de penser qui change. Le tissu même de votre réalité change. Permettez-vous de voir cet avenir un instant. Imaginez votre vie où votre solitude n'est plus une mélancolie qu'il faut étouffer, mais une solitude fertile et désirée. Un temps où vous vous entendez vous-même. Imaginez où votre « non » dit calmement et sans justification ne vous fait pas sentir coupable, mais engendre un respect tranquille et inébranlable dans le regard des autres. Imaginez où vos émotions ne sont pas une tempête chaotique qui menace de vous noyer, mais des conseillers sages, la langue de votre âme, que vous avez appris à écouter avec confiance. Et imaginez des relations qui ne sont pas une recherche désespérée de sauvetage de vous-même, mais une danse libre et joyeuse de deux univers autonomes qui se rencontrent pour s'enrichir et non pour combler le vide de l'autre. Imaginez un rendez-vous où vous n'allez pas avec la question angoissée « vais-je lui plaire ?» mais avec une curiosité tranquille et assurée « sera-t-il intéressant pour mon monde ?» Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un conte de fées pour adultes. C'est la réalité qui se construit brique par chacun de vos pas courageux à l'intérieur de vous-même, par chaque dialogue honnête avec votre ombre, par chaque « non » dit au monde pour dire « oui » à vous-même. Et cette construction commence aujourd'hui. Et ce chemin vers l'avenir, ce chemin vers l'intérieur de soi, peut au début sembler solitaire. Mais avant de conclure, je veux vous remercier. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi jusqu'au bout. Passer une heure entière à explorer les profondeurs de son âme, dans un monde qui n'exige de vous qu'une attention superficielle d'une seconde, ce n'est pas juste regarder une vidéo. C'est un acte de courage. C'est un acte de révolution personnelle et tranquille. Et en le faisant, vous avez changé. Vous n'êtes plus une simple spectatrice, consommant passivement de l'information. Vous êtes une exploratrice, une chercheuse qui a osé déployer sa propre carte. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je vous demande, regardez les commentaires sous cette vidéo. Vous ne verrez pas seulement des mots. Vous verrez des centaines, peut-être des milliers d'exploratrices comme vous. Chacune avec son paysage unique. Chacune avec sa colonne fragile qu'elle a décidé de renforcer. Chacune avec sa carte, mais nous allons toutes vers le même centre. Nous sommes une communauté de celles qui vont en profondeur, et c'est une force immense. Merci d'avoir été là. Et si vous voulez que nos explorations communes continuent, si vous sentez que cette conversation doit être prolongée, alors faites ce qui suit. Si ce voyage a été précieux pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans les coins les plus secrets de l'âme. Cliquez sur la cloche, elle deviendra votre signal personnel, votre appel, lorsque nous serons à nouveau prêts à partir en voyage, vers de nouvelles cartes et de nouvelles découvertes. Chacun de vos j'aime, ce n'est pas juste un chiffre pour un algorithme sans âme, c'est un phare. C'est une lumière que vous allumez dans l'obscurité numérique pour aider d'autres âmes en quête, comme vous, à trouver ce havre de paix dans l'océan du bruit superficiel. Mais le plus important que je vous demande de faire, ne regardez pas seulement. Faites. Prenez au moins une pensée, un sentiment de cette heure et tissez-le dans le tissu de votre vie de demain. Commencez le dialogue avec votre ombre. Dites un non honnête. Passez une demi-heure en silence. Vivez la vérité que vous avez découverte aujourd'hui et souvenez-vous toujours. N'essayez pas de vous conformer au monde. Forcez le monde à se conformer à votre âme éveillée.